Le 25 septembre, le 25 septembre 2025, une alarme résonne dans le silence. 68 000 personnes à Djibo survivent sans nourriture, sans médicaments, sans carburant. Au même moment, plus de 400 drones commerciaux, transformés en armes précises, striant le ciel sahélien et redessinent le champ de bataille. Dans ce vacarme, comment Ibrahim Traoré peut-il encore tenir un cap capable d'éviter l'effondrement d'une nation déjà à genoux? Le Burkina Faso entre dans 30 jours où chaque décision peut sauver ou perdre un pays. Ce récit n'est pas une chronique de guerre ordinaire. C'est l'histoire d'un pays pris dans une équation impossible, où la survie dépend autant du courage que du calcul. Chaque décision prise à Ouagadougou pourrait décider du sort de 20 millions de Burkinabés et influencer l'équilibre du Sahel tout entier. Le risque n'est pas seulement militaire, il est humanitaire, économique et identitaire. Dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré doit choisir entre résister seul ou ouvrir la porte à des alliances qui pourraient lui coûter sa souveraineté. Mais pour les habitants de Djibo, de Dori ou de Fada, ces choix abstraits prennent la forme de faim, de peur et de silence. Si la nation cède, c'est toute une région qui sombre. Si elle résiste, c'est peut-être un nouvel ordre africain qui se dessine. Le monde regarde. Le Burkina Faso joue sa dernière carte, et chaque minute compte. Le 6 septembre 2025, à Dogosego, à 67 km de la frontière du Burkina Faso, un essaim de drones s'élève dans le ciel à l'aube. Ce n'étaient pas des drones civils ordinaires. Chacun portait une charge explosive de 2,3 kg, capable d'anéantir un avant-poste entier. Cette frappe, la première du genre dans l'histoire du Sahel, marque un tournant militaire que personne n'avait anticipé. Les services de renseignement l'ont vite retracé jusqu'à la garde révolutionnaire iranienne, révélant une coopération secrète avec des réseaux locaux. Depuis près d'une décennie, les armées sahéliennes comptaient sur leur supériorité aérienne pour contenir les insurrections. Mais en quelques mois, cette équation a basculé. De simples drones chinois à 2000 $ sont devenus des armes stratégiques, changeant l'équilibre des forces. Dans le nord du Burkina Faso, le siège de Djibo illustre cette nouvelle ère de guerre. Depuis février 2022, aucun convoi de nourriture, de carburant, ni de médicaments n'a pénétré la ville. Les 68 000 habitants vivent dans un isolement total, dépendant des rares livraisons par air et de la solidarité clandestine entre villages. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend que la survie du pays ne se jouera plus sur les champs de bataille classiques, mais dans la capacité à s'adapter à une guerre technologique asymétrique. Les puissances étrangères, Iran, Chine, Russie, avancent leurs pions, chacune avec ses propres intérêts. Le Sahel devient un échiquier où chaque erreur de calcul peut coûter une nation. C'est là que commence la course contre le temps, 30 jours pour éviter la chute. Dans le chaos grandissant, Ibrahim Traoré devient plus qu'un chef d'État, un symbole de résistance. Son visage, souvent austère, incarne l'espoir d'une jeunesse qui refuse de céder. À ses côtés, des figures discrètes, comme le colonel Amadou Triora, chef du renseignement, et Dre Sarah Mitchell, coordinatrice humanitaire, offrent deux reflets d'un même combat, la défense et la survie. Triora découvre, à travers des transmissions interceptées, plus de 400 drones circulant entre le Mali et le Burkina Faso. Son bureau, saturé d'écrans et de cartes, devient le centre nerveux d'une guerre invisible. Pendant ce temps, à Djibo, Mitchell décrit les enfants mourant de maladies évitables, les hôpitaux à court d'oxygène, les familles réduites à broyer du mil sec pour survivre. Ces scènes ne sont pas des statistiques, elles montrent le prix humain de chaque délai politique, de chaque hésitation stratégique. Lorsque Ibrahim Traoré s'adresse à la nation, il parle moins en militaire qu'en citoyen. Il promet de défendre chaque mètre de terre burkinabé, mais surtout de restaurer la dignité d'un peuple assiégé. Sa voix, retransmise à l'aube du 7 septembre, devient un appel collectif. Se battre non pour le pouvoir, mais pour l'existence même. Sous la menace des drones, naît une nouvelle forme de courage. Le 7 septembre 2025, la panique s'empare de Ouagadougou. Des drones explosifs frappent l'aéroport international, le complexe présidentiel et plusieurs bases militaires. Les sirènes hurlent, les réseaux sont coupés.
En moins d'une heure, Ibrahim Traoré déclare l'état d'urgence totale et lance l'opération Fortress Defense, la mobilisation militaire la plus vaste de l'histoire du Burkina Faso. Des affiches apparaissent dans chaque quartier. Tout homme de 18 à 45 ans doit défendre la nation. Les conscriptions se succèdent. Les rues deviennent des centres de recrutement. Les 12 provinces passent sous loi martiale. Les forces de défense civile, les VDP, grossissent de 67 000 volontaires, des civils armés, entraînés par des conseillers russes et chinois. Pendant que les frappes se multiplient, les convois d'aide humanitaire restent bloqués à Kaya et Fada, incapables de franchir les zones minées. Au Mali voisin, 400 soldats sont déployés secrètement pour former un mur protecteur. Le Niger, craignant un effondrement régional, envoie 8000 hommes, 34 chars russes et 12 avions chinois G7. Le Tchad expédie discrètement 200 soldats d'élite pour protéger personnellement Ibrahim Traoré. En quelques jours, le Sahel devient un champ de bataille continental. Les puissances étrangères observent, calculent, hésitent, intervenir ou laisser le feu consumer toute la région. Pourtant, au milieu de cette tourmente, la résistance numérique s'organise. Les jeunes de Ouagadougou lancent 23 campagnes digitales pour contrer la propagande djihadiste. Plus de 4 millions de messages circulent, relayant des vidéos de solidarité et des appels au financement. En 10 jours, 12,3 millions de dollars sont collectés pour acheter du matériel défensif. La guerre se mène aussi en ligne, entre la peur et la foi collective. Mais chaque victoire coûte cher. Des villages entiers disparaissent sous les bombardements. Les routes vers le nord deviennent impraticables, les dépôts de carburant explosent et les convois médicaux sont pris pour cible. Face à l'effondrement progressif de l'économie, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Il faut tenir 30 jours pour inverser la trajectoire d'un pays en train de basculer. Au 11 septembre 2025, les chiffres racontent une guerre que les mots ne suffisent plus à décrire. Selon les rapports du ministère de l'Intérieur, 268 millions de personnes sont désormais déplacées à l'intérieur du pays. Parmi elles, 287 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, un flux qui augmente de 15 000 par semaine. Chaque chiffre devient une cicatrice. Il traduit la vitesse d'un effondrement. Les 42 millions de Burkinabés confrontés à l'insécurité alimentaire représentent près d'un cinquième de la population. Les 2,1 millions d'enfants privés d'école révèlent un futur suspendu. Dans les régions du Nord et de l'Est, 67% des hôpitaux et cliniques ont cessé de fonctionner, laissant les malades sans soins et les femmes sans assistance lors des accouchements. À Djibo, les médecins improvisent des opérations à la lampe torche avec des gants lavés et réutilisés 10 fois. Sur le plan économique, les données sont tout aussi implacables. Les revenus publics ont chuté de 67% depuis 2022, tandis que 89% du budget national est absorbé par les dépenses militaires. Les réserves de devises s'effondrent à 127 millions de dollars, ne couvrant plus que 3 mois d'importation. La dette extérieure atteint 7 milliards de dollars, soit 78% du PIB. Le franc CFA perd 34% de sa valeur et la production d'or chute de 78%, un désastre pour l'économie burkinabé. Les exportations de coton s'effondrent de 89% et le secteur de l'élevage disparaît sous les vols et les attaques. Les investisseurs étrangers retirent 2,9 milliards de dollars du pays, aggravant une spirale de pauvreté. L'inflation atteint 78%, les prix alimentaires explosent de 134% et 89% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Dans les rues de Ouagadougou, le mil et le riz coûtent 3 fois plus cher qu'un an plus tôt. Chaque indicateur est un avertissement. Pour Ibrahim Traoré, la bataille n'est plus seulement contre les insurgés. C'est une lutte pour empêcher l'État de s'effondrer sous son propre poids. Les chiffres, froids et précis, deviennent la mesure de sa guerre contre le temps. Deux visions s'affrontent au cœur du pouvoir burkinabé. La première défend l'alliance totale avec la Russie et la Chine, perçues comme les seules puissances prêtes à fournir des armes, des formateurs et un parapluie diplomatique. Ses partisans affirment que sans ce soutien, Ibrahim Traoré serait déjà tombé, que la souveraineté se défend d'abord par la survie. Ils citent les chiffres: 200 mercenaires russes, 890 millions de dollars d'armes avancées, 1 milliard de prêts chinois. Pour eux,
La realpolitik n'est pas un choix moral, mais une nécessité historique. La seconde position, plus discrète, craint que ce pari transforme le Burkina Faso en pion dans une guerre froide africaine. Les diplomates proches de l'Union africaine redoutent que l'ingérence étrangère, même alliée, mine l'autonomie à long terme. Ils rappellent que chaque prêt contracté, chaque base étrangère tolérée, creuse une dépendance future. Leur argument, résister seul est risqué, mais perdre son indépendance l'est davantage. Ibrahim Traoré, entre ces deux blocs, tente une troisième voie, la coopération tactique sans abandon stratégique. Il négocie simultanément avec Moscou, Pékin et les capitales africaines, cherchant à obtenir des armes sans renoncer à la direction nationale. Mais la ligne est fine et le temps cruel. Les insurgés avancent, les réserves s'épuisent et la population doute. Chaque discours, chaque signature devient un acte de survie politique. Les livraisons russes ont permis d'abattre 56 drones ennemis en une semaine. Les radars chinois ont sauvé 2 centrales électriques d'une attaque nocturne. Mais les partisans de la souveraineté craignent que cette aide vienne avec une facture cachée. Pour eux, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à garder la main, même au cœur du feu. 30 jours pour survivre. Cette phrase, gravée dans l'esprit collectif, résume l'état d'un pays au bord du gouffre. Au 15e jour de la crise, les services de renseignement découvrent l'opération Thunder Siege, un plan en 4 phases destiné à renverser le gouvernement et installer un émirat islamique à Ouagadougou. Le temps n'est plus aux hypothèses. Les attaques coordonnées sur les infrastructures vitales, aéroports, casernes, ministères, montrent que l'insurrection a franchi un seuil stratégique. Face à cette menace, Ibrahim Traoré réunit ses conseillers à minuit dans le bunker présidentiel. Autour d'une table, la carte du pays est piquée de marqueurs rouges. Chaque point représente un front, une ligne de rupture potentielle. Il sait que s'il perd la capitale, c'est tout le Sahel qui s'effondre. La survie du Burkina Faso devient un test continental. Au dehors, les jeunes continuent de se mobiliser. Des milliers de messages circulent sur les réseaux portant un seul mot, résister. L'unité nationale, forgée dans la peur, devient l'arme la plus imprévisible de cette guerre. Les semaines qui suivent transforment le Burkina Faso en laboratoire du chaos moderne. Les conséquences touchent 4 réalités interdépendantes. D'abord, les civils sont les premières victimes. Dans le nord et l'est, 17 villes demeurent sous blocus total. Les familles survivent de farine de mil et d'eau croupie. Les hôpitaux fonctionnent sans anesthésie. Les humanitaires recensent 23 morts et 67 enlèvements parmi leurs collègues depuis janvier, un record tragique. Pourtant, une résistance populaire émerge. Les VDP, passés à 67 000 membres, libèrent 45 communautés et sauvent 166 000 civils. Ce réseau de volontaires devient le ciment d'une nation fracturée. Ensuite, l'économie s'effondre brutalement. Production d'or en baisse de 78%, exportation de coton 89%, réserve monétaire à 127 millions de dollars. Les marchés de Ouagadougou vendent les denrées 3 fois plus cher qu'en 2024. L'État consacre 89% de son budget à la guerre, tandis que les investissements étrangers s'évaporent. Pour Ibrahim Traoré, maintenir les salaires et les services publics devient un exercice d'équilibriste. Une erreur et la machine étatique s'arrête. Le pouvoir se centralise. Les décisions passent désormais par un comité d'urgence présidé directement par Traoré. Les contacts diplomatiques avec la Russie et la Chine se multiplient en mêlant soutien militaire et dette politique. Mais les fractures internes apparaissent. Entre militaires aguerris et civils épuisés, la méfiance grandit. La cohésion nationale dépend de la crédibilité du chef. Chaque discours télévisé d'Ibrahim Traoré est suivi en silence dans les villages, entre foi et crainte. Enfin, les États voisins redoutent l'effet domino. Le Mali et le Niger mobilisent leurs armées le long des frontières. Le Tchad maintient un contingent d'élite à Ouagadougou. Les analystes africains préviennent. Si la capitale tombe, le Sahel tout entier pourrait devenir un corridor djihadiste de 2000 km. Mais inversement, si le Burkina résiste, il pourrait offrir au continent un nouveau modèle d'unité africaine face aux interférences étrangères. À la mi-octobre 2025, les analystes envisagent
3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso. Dans un premier scénario, sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'armée consolide ses lignes et les forces civiles dépassent 80 000 membres. Les frappes de drones se raréfient grâce à la livraison de systèmes antiaériens chinois et à l'aide tactique russe. Les sièges de Djibo et de Dori sont partiellement levés. Mais le coût humain reste énorme, famine persistante, inflation à 75%, infrastructures détruites. Ce scénario assure la survie, mais pas encore la paix. Dans un deuxième scénario, une coalition africaine, sous l'impulsion du Mali et du Niger, crée une force mixte Sahel Shield. L'ONU valide une mission humanitaire d'urgence. La reconstruction commence avec l'appui technique de la Chine et le financement discret des Émirats. L'économie repart lentement, croissance de 2,1%, retour progressif des écoles et reprise de la production d'or. Le pays devient un symbole d'autonomie régionale. Ibrahim Traoré y gagne une stature panafricaine, mais reste surveillé par les puissances occidentales. Dans un troisième scénario, si la capitale tombe, le Sahel entier s'embrase. Les insurgés imposent un émirat régional, fragmentant les frontières et coupant les routes commerciales. Les réfugiés dépassent 1 million, les États voisins s'effondrent à leur tour. La Russie et la Chine interviennent plus directement, transformant le conflit en guerre par procuration globale. Dans ce cas, la souveraineté africaine serait compromise pour une génération entière. Le choix de trajectoire dépendra moins des armes que de la cohésion interne. Et c'est là que le leadership d'Ibrahim Traoré, entre force, prudence et vision, décidera du sort du pays pour les 12 prochains mois. Au-delà des chiffres et des cartes, il y a des visages. Celui d'une mère de Djibo, serrant son enfant malade sous un ciel de drones. Celui d'un jeune volontaire, casque fissuré, qui murmure avant de partir. Si nous tombons, qui se lèvera ? La guerre au Burkina Faso n'est plus un conflit lointain. Elle est devenue le miroir des vulnérabilités africaines, le rappel brutal de ce que signifie protéger sa dignité. Ibrahim Traoré le répète dans ses discours. La victoire ne sera pas mesurée par les kilomètres reconquis, mais par la capacité à préserver la vie et l'unité. Les communautés locales réinventent la solidarité. Des collectes, des repas partagés, des abris transformés en écoles de fortune. Dans chaque geste, une forme de résistance s'exprime. Pour la jeunesse du Sahel, cette épreuve est une initiation. Elle apprend à coder, à documenter, à organiser. Les campagnes numériques lancées depuis Ouagadougou ou Bamako fédèrent une génération consciente de sa force. Elles prouvent qu'une nation peut se défendre sans se renier. Si le monde détourne le regard, ces jeunes n'oublieront pas. Leur courage, invisible dans les rapports officiels, est la matière première d'une renaissance africaine. Et quand l'histoire se souviendra de ces 30 jours, elle ne retiendra pas seulement la peur, mais la ténacité d'un peuple qui a refusé de plier. Face à la tempête, Ibrahim Traoré tente de transformer l'urgence en stratégie. Son plan repose sur 5 étapes vitales. Tout d'abord, renforcer les défenses autour de Ouagadougou et lever partiellement les sièges du nord. Les systèmes anti-drones chinois sont redistribués vers les zones rurales où les civils subissent encore les frappes. Ensuite, rétablir l'accès à l'eau et à l'électricité dans les villes principales. Les techniciens nationaux, soutenus par la Russie, réparent les infrastructures critiques en 3 mois, puis créer des couloirs humanitaires protégés, surveillés conjointement par les armées du Mali, du Niger et du Tchad. Cette coordination régionale limite les infiltrations insurgées et rétablit la confiance. Par ailleurs, ouvrir un canal diplomatique discret avec l'Union africaine et les puissances neutres. Traoré sait que la victoire totale est impossible sans compromis, mais refuse toute reddition. Enfin, préparer la transition économique post-guerre, diversification agricole, investissement technologique et contrôle des dettes. Un comité spécial, présidé par Ibrahim Traoré, doit présenter un plan de relance avant la fin de 2025. Oscar, monsieur Moussassa, cette feuille de route n'efface pas la souffrance, mais elle trace un horizon. Et dans un pays où chaque jour semble voler au destin, planifier redevient un acte de foi. Dans le silence d'une nuit sans électricité, Ibrahim Traoré repense à Djibo. Aux cris étouffés des enfants, à la poussière sur les visages, à la promesse faite, aucun Burkinabé ne sera laissé derrière. Cette ville, qui symbolisait la défaite, devient aujourd'hui le rappel d'une résistance tenace. Ce qu'elle a enduré incarne l'âme du Burkina Faso tout entier. Autour du feu, les volontaires du VDP se transmettent les histoires des premiers jours.
La faim, la peur, mais aussi la solidarité. Chacun raconte comment un inconnu lui a tendu de l'eau, un repas, une arme. La guerre, dans son absurdité, a recréé un lien que la paix avait érodé. Ibrahim Traoré, fatigué mais lucide, sait que cette unité est sa plus petite et sa plus grande victoire. La liberté n'est plus un slogan, c'est une habitude, un souffle, une promesse collective. Et tandis que les drones s'éloignent du ciel burkinabé, une phrase demeure courte mais indestructible. Nous sommes encore debout. Le récit touche à sa fin, mais la bataille, elle, continue. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse la politique. C'est une question de dignité africaine. Les 30 jours qui ont ébranlé le pays resteront dans les mémoires comme le moment où un peuple a refusé la soumission. Et au centre de ce tumulte, Ibrahim Traoré incarne l'idée d'une souveraineté conquise, non donnée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un État, mais celle d'un continent qui apprend à se défendre autrement, par l'unité, la stratégie et la voix de sa jeunesse. Chaque partage, chaque mot échangé, chaque regard posé sur cette lutte devient une part de la résistance. Alors, si cette histoire vous touche, ne restez pas spectateur. Discutez-en, questionnez, partagez. Parce que l'avenir de l'Afrique ne s'écrira pas dans le silence, mais dans la conscience collective de ceux qui refusent d'abandonner. Le Sahel regarde, et son souffle désormais porte loin, jusqu'à nous tous.